Salut à tous, on est en mars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de curation de vidéos. Et ce mois-ci, on va parler de choses plutôt techniques et on va démarrer tout de suite avec une vidéo de Monsieur Caméra que je vous affiche juste là. Il nous parle en fait de différents formats d'export, notamment pour les plateformes. Donc c'est une vidéo qui est hyper intéressante, qui est très bien construite, très soignée, très propre et qui n'est pas très longue et qui notamment a des éléments très intéressants comme par exemple sur les formats. Il parle du format 21/9 que personnellement je n'ai jamais utilisé. Aucun de mes clients n'a jamais eu besoin de ce format-là. Je sais que je vais dans les prochains jours l'essayer pour voir ce qu'il donne. Donc c'est intéressant de pouvoir se dire quels sont les formats utilisés actuellement, quels sont les formats possibles, parce que même on a une pratique quotidienne de la vidéo, il y a des formats qui sont utilisés et qu'on n'a potentiellement jamais rencontrés. Très intéressant aussi sur les exports et ces différents réglages d'export. Alors il fait quand même des vidéos qui sont de très belle qualité, donc je comprends qu'ils mettent un débit important, mais il met 40 mégabits de débit, et très sincèrement, pour de la HD par exemple, jamais pour de la HD, je mettrais du 40 mégabits. C'est un débit qu'on va retrouver plutôt sur de la 4K de mon côté. Si vous allez dans les presets d'export par exemple sur Premiere pour une vidéo YouTube, vous allez trouver du 16 mégabits, pas du 40. Pour des formats pour les réseaux sociaux, c'est plutôt autour de 10 ou 20 mégabits. Il faut se dire que par exemple sur Twitch, le format HD, c'est du 6 mégabits. Si vous n'avez pas un travail qui est très artistique, très cinématographique et poussé sur la qualité de l'image, franchement, vous pouvez diviser par 2 ou par 3 et économiser de l'espace de stockage. Une vidéo comme celle qu'on voit là, mettre 40 mégabits ou mettre 10 mégabits, personne ne verra la différence, je pense. Mais par contre, je peux parfaitement me trouver sur ce sujet. Et c'est des sujets, je trouve, qu'il faut discuter régulièrement pour se tenir à jour et avoir des bonnes pratiques. Donc, si j'ai tort et que vous, par exemple, vous voyez une différence claire entre du 10 et du 40 mégabits, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour un export final à destination des réseaux sociaux, pour une vidéo qui n'a pas une vocation artistique forte, je pense que vous pouvez franchement vous contenter d'un débit plus faible, mais qui du coup sera tout aussi pertinent et sera plus pratique pour la diffusion. On continue avec une vidéo de Suryo-kun qui nous fait tester la différence entre une vidéo en 10, en 12 et en 16 bits. Donc on parle ici de la définition de l'information qu'il y a dans les couleurs. C'est une vidéo très intéressante parce qu'on lui parle de débat au bureau sur la différence en fait. Est-ce qu'on la voyait, est-ce qu'on la voyait pas et surtout où est-ce qu'on la voyait. Et c'était très intéressant parce que comme sa vidéo le montre assez bien, les différences elles sont extrêmement fines et on les voit pas toujours. Je vois des différences dans les hautes lumières sur la vidéo qui est en 10 bits, mais franchement entre la 12 et la 16 par exemple, sur un player YouTube, vu comme ça, je vois pas de différence. Sans doute que sur une projection cinéma, sur quelque chose d'un peu plus de très haute qualité, on la verrait. Mais là, dans ce cadre-là, la différence se voit pas trop. Donc c'est une vidéo qui est très intéressante pour mettre en perspective, parce que au final, est-ce que le plus important c'est d'avoir ce mini détail de couleur ou de définition en plus, ou est-ce que c'est d'avoir un matériel qui est pratique, avec lequel on peut créer facilement, régulièrement du contenu, ou sur lequel on peut réaliser en fait ses projets tout simplement, parce que on parle de caméra, un écart de plus de 10 000 € ou dollars selon le pays, entre le matériel, c'est pas négligeable. Donc une vidéo assez intéressante et qui en plus a une structure assez étonnante, c'est que les 3 premières minutes de la vidéo, ce n'est que des exemples, ce n'est que les images des 3 caméras mis côte à côte pour comparer. Donc c'est un bel exercice de style de les différencier, de deviner quelle image correspond à quelle caméra. Et ensuite, c'est 3 minutes de vidéo où il vous parle un peu de son ressenti et de ce que lui il pense du contenu. Et à la fin, c'est juste 2 minutes de lui qui monte sa raid parce qu'en fait, il est trop content d'avoir une raid et que ça le fait kiffer. Une jolie vidéo que je vous invite à aller regarder qui, je trouve, est dans la belle continuité du débat, je dirais, sur les questionnements qu'on peut avoir sur les formats, le côté technique et les moyens techniques et tous ces trucs de réglage qui sont en fait assez importants parce qu'on peut facilement se laisser avoir par l'envie d'avoir toujours le plus gros matériel, le meilleur, mais en fait, l'importance d'avoir un matériel qui sert nos actions et nos envies, plutôt que juste du matériel pour faire beau. Et on va continuer tout de suite avec une autre vidéo qui n'a rien à voir. On repart sur un tuto, un petit classique. Sur un tuto, c'est pour du data moshing. Donc le data mosh, c'est ces effets où on dégrade la vidéo pour faire des transitions. Donc on a un plugin tout récent, je crois, qui vaut une 50aine d'euros. Et on a Herman Wang qui nous fait donc un très bon tuto dessus pour apprendre à l'utiliser vraiment tout en détail. 50 balles, c'est pas extrêmement cher pour un plugin, c'est de l'ordre de l'abordable. Après, c'est quand même très spécialisé, mais c'est un style quand même très cool et c'est bien, je trouve, d'avoir un plugin pour faire ça de manière facile parce que le datamosh, sûrement de 10 ans en arrière, c'était une tannée à faire parce qu'il fallait absolument trouver des programmes et des logiciels qui n'étaient pas forcément compatibles les uns avec les autres et il fallait bidouiller dans tous les sens. Là, c'est accessible, facile d'utilisation et c'est un petit plaisir d'avoir
des outils simples pour pouvoir créer des choses nouvelles. C'était le tuto pour garder toujours un petit bout de tuto dans les vidéos que je vous recommande. Et on va finir avec une vidéo assez incroyable, il faut le dire, de Punisher. J'avais connu sa chaîne et cet événement qu'il faisait il y a 2-3 ans. Et j'en avais plus jamais entendu parler, donc je suis très content de pouvoir le remettre en avant aujourd'hui. En fait, il a donné un brief extrêmement simple à tous les artistes qui voulaient participer. Donc il donne un modèle 3D avec un contexte de départ, et chaque artiste doit interpréter ensuite celui-ci pour créer une œuvre. Il y a une sélection, et on obtient une sélection en fait, des meilleures œuvres. Voici le modèle 3D qu'il a donné aux artistes. 2800 ont participé, et il a fait une vidéo avec la sélection des 100 meilleurs, qui ont été sélectionnés par un petit jury. Je vous mets aussi en description de la vidéo le lien vers une vidéo React de plusieurs heures dans laquelle il commente avec ses jurés les différentes vidéos et de nombreux projets. Et je crois qu'il a aussi sorti une vidéo avec toutes les participations. En tout cas, voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo avec une sélection que j'ai pris dans le top 100 parmi celles que moi m'avait le plus inspiré. Je trouve que c'est un projet qui est hyper inspirant, hyper créatif. Enfin, c'est incroyable de voir ce que chaque artiste peut créer. Et il y en a eu d'autres, donc il y a eu plusieurs concours comme celui-ci, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, allez vous inspirer par toutes ces créations absolument incroyables que vous pouvez voir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!